Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous allons évoquer cette fronde menée par Riyad et ses alliés contre le Qatar. Accusé de soutenir le terrorisme, Doha appelle au dialogue et à l'apaisement. Nous suivrons également le retour de Nadia Mourad dans son village en Irak. Cette femme yézidi, réduite à l'esclavage sexuel par les djihadistes, avait pu s'enfuir et témoigner de l'horreur des femmes de sa communauté. Enfin, nous irons en Égypte découvrir les nouveaux scénarios des incontournables séries du Ramadan. Mais avant de développer ces titres, cette information en provenance de Syrie. L'Alliance arabo-kurde est entrée à Raqqa. Les forces démocratiques syriennes ont annoncé mardi matin le début de l'assaut contre la capitale autoproclamée du groupe État islamique. Elles ont également annoncé la prise de plusieurs bâtiments de l'est de la ville, une information confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Souvenez-vous, elle s'appelle Nadia Mourad, femme yézidi devenue esclave sexuelle des djihadistes du groupe État islamique en Irak. Enlevée en 2014, elle a pu échapper à ses bourreaux après 3 mois de captivité. Son témoignage, qui reflète le calvaire des femmes yézidis tombées entre les mains des djihadistes, a fait le tour du monde. On en parle aujourd'hui car Nadia, réfugiée en Allemagne, est rentrée pour la première fois depuis 3 ans dans son village. Julien Cheida. À peine entrée dans son village de Kocho, Nadia craque, submergée par l'émotion. Le village vient d'être libéré par les forces irakiennes. C'est la fin d'un cauchemar de 3 ans pour ses habitants issus de la minorité yézidi. En août 2014, l'organisation État islamique avait enlevé des milliers de femmes et tué leurs maris. Comme Nadia, les djihadistes en ont fait des esclaves sexuels. En novembre 2014, elle parvient à s'échapper. Réfugiée en Allemagne, elle devient ambassadrice des droits de l'homme auprès des Nations Unies. Les combattants du groupe État islamique adorent la mort et la charia. Ils n'arrêteront pas le commerce d'esclaves tant qu'ils contrôleront des petits territoires en Irak et en Syrie. Je sais que la libération des esclaves demande beaucoup d'efforts. Moi, j'ai pu être libérée et il faut que ça continue. L'organisation État islamique est dangereuse. Elle utilise ces filles comme des boucliers humains. Nadia ignore ce qui est arrivé à 5 de ses frères, supposés morts. Elle est aussi sans nouvelles d'une de ses sœurs. Elle pensait en savoir plus à la libération de son village, mais sans succès. Lorsqu'elle rencontre des habitants dont certains sont réfugiés dans ce camp, elle recueille leurs témoignages de la vie d'horreur sous l'organisation État islamique. Il y aurait encore des milliers de femmes réduites en esclavage aux mains des djihadistes. Beaucoup sont encore en Syrie, dans la ville de Raqqa. C'est très difficile d'aller les sauver. Certaines pourraient être relâchées en échange d'une rançon. Mais personne ne peut payer $10 000 par tête. Et il y a 3 000 individus en tout. C'est très difficile. Le village de Nadia a été l'un des plus meurtris par les exactions de l'organisation État islamique. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées, au seul motif que leur religion faisait d'elles des infidèles aux yeux des djihadistes. Le Qatar, mis au ban par son voisin saoudien et ses alliés. Accusé de soutenir le terrorisme, le pays souffre depuis lundi d'un isolement sans précédent. Le Qatar a tenté de calmer le jeu en appelant au dialogue et à l'apaisement. Pourquoi cette rupture? Quelles en sont les conséquences? Élément de réponse avec Hakim Abdelkalek. Le Qatar, épicentre d'un séisme diplomatique. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Yémen rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Ils l'accusent de soutenir le terrorisme. Alors quels liens unissent l'Arabie Saoudite et ses alliés avec le Qatar? C'est un micro-État face à des géants, l'Arabie 30 millions d'habitants, l'Égypte 80 millions d'habitants. Et donc ces pays ne supportent pas que le Qatar joue un rôle en alimentant en argent, en armes, des révolutionnaires, des groupes, etc. Donc là, le message, c'est qu'il faut que le Qatar se taise, rentre dans le rang. Pourquoi cette rupture? Cette crise diplomatique intervient 15 jours après la visite en Arabie Saoudite de Donald Trump, où il avait demandé publiquement d'isoler le grand ennemi de Riyad, l'Iran, avec qui le Qatar entretient des relations plus pacifiées. Il y a une très grande rivalité entre Riyad et Téhéran et l'Arabie Saoudite craint une montée en puissance de l'Iran suite à l'accord sur le nucléaire iranien qui remet l'Iran dans la communauté internationale. Et donc ils veulent punir le Qatar qui, lui, a de bonnes relations avec l'Iran. Quelles sont les conséquences de cette rupture? Sur le plan économique, les compagnies aériennes de la région suspendent dès demain tous leurs vols vers ou depuis le Qatar.
Les frontières maritimes et terrestres sont aussi fermées. Objectif, asphyxier financièrement l'Émirat. Sur le plan stratégique, la question porte sur l'avenir de la gigantesque base militaire américaine au Qatar. C'est de là que se mène une partie de la guerre contre Daesh. Il y a 50 ans, l'armée israélienne déclenchait la guerre des 6 jours, une attaque pour répondre aux manœuvres militaires autour de son territoire et au blocage du port d'Eilat ordonné par le leader égyptien Nasser. La guerre s'est soldée par une victoire express de Tsahal. Depuis, la Cisjordanie est sous occupation et la colonisation s'est massivement développée. Comment vivent Palestiniens et Israéliens depuis cette guerre? Élément de réponse avec Cécile Galuccio. C'est l'un des signes les plus visibles de l'occupation. Appelés checkpoint ou point de contrôle militaire, ils permettent à rien ni personne d'entrer ou sortir sans l'accord d'Israël. Celui-ci, c'est le checkpoint 300. Des centaines de Palestiniens le franchissent tous les jours. En tout, 24 000 travaillent dans des colonies juives en Cisjordanie. Les colonies sont l'autre signe visible d'une guerre qui n'a jamais réellement pris fin. Un mur de séparation, une situation très mauvaise, des arrestations, des blessés et des martyrs chez les jeunes. Ce sont 50 ans de tragédie. 50 ans, car c'est à cette date que la carte du Proche-Orient a radicalement changé. Le 5 juin 1967, à l'aube, les avions de chasse israéliens pilonnent les bases aériennes égyptiennes. La guerre est déclarée. Dans la soirée, le gouvernement israélien annonce avoir mis hors de combat l'aviation égyptienne. Le lendemain, l'armée israélienne s'empare de Gaza et pénètre dans le secteur arabe de Jérusalem. Elle prend aussi la Cisjordanie sous tutelle jordanienne, avance jusqu'au Jourdain, puis s'empare du plateau du Golan qui appartient alors à la Syrie. 6 jours pour une victoire israélienne totale. Le 10 juin à 18 h, le cessez-le-feu est proclamé. Au fil des années, Israël intensifie son système militaire en Cisjordanie, dans lequel prospère la colonisation avec le soutien des gouvernements successifs. Aujourd'hui, ce régime affecte les deux sociétés, palestiniennes comme israéliennes. Je n'ai aucun problème avec les Arabes qui vivent ici. Si c'est calme, je n'ai aucun problème avec eux. Mais il n'est pas possible de vivre dans la peur constante que quelqu'un vienne nous poignarder. Et si la guerre des 6 jours ne s'était pas déroulée comme prévu? Le New York Times vient de rendre public ce qu'on pourrait appeler le plan secret d'Israël, faire exploser une charge atomique dans le Sinaï. Selon des témoignages historiques publiés par le Wilson Center, cette menace aurait joué un rôle considérable pour forcer les pays arabes à reculer. Surtout, cela voudrait dire qu'Israël maîtrisait en 1967 la technologie nucléaire militaire. Des révélations choquent quand on sait qu'Israël maintient toujours l'ambiguïté sur son arsenal nucléaire. Vous le savez, le Ramadan, le mois du jeûne, a commencé. Durant ce mois, la vie se réorganise et pour l'occasion, les chaînes de télévision transforment leur programmation, émissions culinaires, talk-shows et surtout les incontournables séries télévisées. L'Égypte, leader dans la région, propose depuis quelques années des séries différentes. Les thèmes choisis sont plus en adéquation avec les préoccupations de la population, comme les questions économiques. Reportage de Nadia Blétry et Claire Villot. 30e épisode et dernier jour de tournage pour cette série du Ramadan version 2017. Un thriller psychologique qui explore la corruption dans le milieu médical. Suspense et émotion. Les scénaristes multiplient les ressorts dramatiques car la concurrence est féroce. Cette année, 33 séries ont été tournées en Égypte. Dans ce décor paradisiaque, Nader Fouad, l'un des acteurs principaux, retrouve l'auteur de la série. Il est encore remué par la scène de dénouement qu'il vient de tourner. Si l'on en croit le scénariste, les séries du Ramadan se sont entièrement renouvelées ces dernières années, surtout après la révolution de 2011.
Après 2011 en Égypte, il y a eu beaucoup plus d'audace dans les sujets traités. Moi, par exemple, j'ai écrit une série d'actions qui reposent sur une approche comique et sociologique, mais qui aborde aussi la politique ainsi que la corruption. Les séries 2017 produites en Égypte traitent presque toutes du quotidien des Égyptiens aujourd'hui. Elles sont le reflet de la société et de ses préoccupations, comme l'explique Ahmed Saad El-Din, critique de cinéma. Aujourd'hui, les sujets les plus traités sont les sujets sociaux. Tous les problèmes économiques sont particulièrement présents dans les séries, et c'est encore plus vrai depuis 2 ans. Les feuilletons parlent des difficultés économiques, mais surtout de la manière dont les personnages y font face. L'Égypte est le leader du marché des séries du Ramadan. 100 millions d'euros ont été déboursés cette année pour leur production. Mais elles devraient rapporter des bénéfices 2 fois plus importants grâce à la publicité et aux rediffusions. Chaque jour, elles rassemblent des millions de téléspectateurs dans le pays. Et pour Manar, une jeune kérote, la télé en famille pendant le Ramadan, c'est sacré. Je peux rester du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit avec mon père et ma mère. J'en regarde beaucoup vraiment. Par exemple, 4 ou 5 heures d'affilée. 5 heures devant la télévision au lieu de 2 habituellement pour la plupart des téléspectateurs, les séries du Ramadan ont encore de belles nuits devant elles. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.